40 ans d'amour, effacés en une seule phrase. Au milieu d'un dîner d'anniversaire, ma femme a levé son verre et a dit « Tu ne seras jamais la moitié de l'homme que mon ex est ». Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà pris ma décision. Ce soir-là, elle croyait m'humilier, mais c'est moi qui signais la fin. Je me souviens avec une clarté presque douloureuse de ce dîner d'anniversaire à Paris, un événement qui aurait dû être une célébration de notre parcours commun, mais qui s'est révélé l'épicentre de l'effondrement de tout ce que j'avais bâti avec Julie au fil des décennies. Nous étions réunis pour marquer 40 ans depuis notre rencontre, par une après-midi chaude d'été en 1985, quand nous n'étions que de jeunes gens aux rêves plus grands que nos poches, 36 ans depuis le mariage, une cérémonie simple mais emplie de promesses murmurées sous le regard d'amis et de famille, et 24 ans depuis notre emménagement dans la maison que j'avais conçue avec une méticulosité architecturale, dans un quartier tranquille où le chant des oiseaux l'emportait encore sur le ronronnement distant des voitures sur le boulevard. Il y a 12 ans, quand j'ai pris ma retraite après une carrière solide d'architecte, j'ai décidé d'offrir à Julie la liberté de se redécouvrir, de remplir ses jours avec quelque chose au-delà de la routine que nous avions construite. Elle s'est lancée dans des cours de tango avec une passion presque juvénile, a pris un poste influent dans une association écologique, organisant des chantiers pour reboiser des zones déforestées et donnant des conférences dans les écoles sur le développement durable. Mais, comme je l'ai découvert, elle a aussi ravivé une flamme ancienne, une nostalgie dangereuse pour Pierre, son ex-petit ami du lycée, un footballeur qui n'a jamais atteint la Ligue 1, mais qui, dans sa mémoire, semblait être l'étalon hors contre lequel tous les hommes, surtout moi, étaient jugés. Le restaurant choisi pour le dîner était un espace élégant au cœur de la ville, avec des murs en briques apparentes, des lustres diffusant une lumière douce qui jetait des ombres dorées sur les tables, et un murmure constant de conversations étrangères, ponctué par le tintement des verres et des couverts. C'était le genre d'endroit où les couples célébraient des jalons, où les rires résonnaient et où les souvenirs se forgeaient. Mais, au sommet du dîner, quand le serveur venait de servir le deuxième plat, un filet mignon aux sauces au vin que j'ai à peine touché, Julie a levé son verre de rouge, les yeux brillants d'un éclat qui n'était pas seulement le reflet de la lumière, et a déclaré, assez fort pour que les tables alentour tournent la tête, « Tu ne seras jamais la moitié de l'homme que mon ex est ». Les mots étaient comme une lame affûtée, tranchant l'air, faisant taire notre coin de salle. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin, les verres restèrent suspendus dans les mains de nos amis, comme si le temps s'était figé un instant. Une goutte de vin, accrochée au bord de son verre, semblait hésiter, capturant la lumière comme si elle voulait fuir la tension qui engloutissait l'atmosphère. Julie sourit, un sourire confiant, cruel, les yeux fixés sur moi, attendant une explosion, un cri, une supplication qui la placerait au centre de la scène comme la victime triomphante. Mais je me contentais de mâcher lentement le morceau de viande dans ma bouche, sentant le goût se dissoudre tandis que j'avalais avec une calme délibérée. Je pris la serviette en tissu, et essuyai mes lèvres avec précision, comme si j'évaluais le plat, non les ruines d'un mariage de 36 ans. Merci pour l'information, dis-je, la voix ferme, sans une ombre d'émotion, les yeux croisant les siens une seconde avant de revenir à mon verre devant moi. Nos amis, Caroline et Michel, qui pendant tant d'années avaient été des ponts entre nous, témoins de nos meilleurs et pires moments, étaient visiblement mal à l'aise. Caroline, avec un sourire forcé qui masquait à peine l'embarras, attrapa le menu pour feindre de calculer l'addition, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle tournait les pages, comme si l'acte pouvait effacer la tension. Michel, marmonnant quelque chose sur un appel urgent du travail, colla son portable à l'oreille, bien que je sache qu'il n'avait pas d'engagement à cette heure de la nuit. Le serveur, tenant mon crème caramel, hésita, l'assiette tremblant dans ses mains, comme s'il craignait de s'impliquer dans le drame qui se déroulait. J'étendis la main, pris le dessert et commençai à manger, sans hâte, sans détourner le regard de mon verre. Chaque cuillerée était un acte délibéré, un refus de céder au spectacle qu'elle tentait de monter. Mon silence n'était pas faiblesse, ni choc. C'était une stratégie, bâtie au fil de mois d'observation patiente, de collecte d'indices qu'elle, dans son arrogance, laissait comme des miettes, voulant être prise, mais ayant besoin de se sentir victime. Les signes de la trahison de Julie s'accumulaient depuis longtemps, chacun comme une brique dans le mur que je construisais en secret. Le sac de sport qui rentrait à la maison sentant un parfum masculin que je n'avais jamais porté, une odeur forte, boisée, qui envahissait la chambre quand elle le laissait tomber négligemment par terre, à côté de la commode en acajou que nous avions acheté ensemble dans une brocante. Le goût soudain pour le pastis, la boisson favorite de Pierre, que j'ai découvert une nuit où, ivre de 2 verres de trop, elle m'a fait feuilleter un vieux album photo du lycée, pointant du doigt vers lui avec un sourire nostalgique qui n'incluait pas notre histoire. La playlist qui résonnait dans les enceintes de la cuisine, pleine de classiques de la chanson française des années 90, Édith Piaf, Serge Gainsbourg,
des musiques qu'elle écoutait à l'adolescence, quand elle sortait avec Pierre, chargée d'une saudade qui semblait appartenir à une autre vie, une qui ne m'incluait pas. Et, plus flagrant, le collier en or, un cadeau de lui de l'époque de la fac, que j'ai trouvé 5 ans plus tôt dans une boîte scellée au grenier, tandis que je cherchais d'anciens plans architecturaux. Elle avait juré l'avoir vendu pendant une période financière difficile, un mensonge que j'avais accepté sans questionner à l'époque, parce que je croyais encore en la femme avec qui je partageais le lit. Maintenant, il brillait à son cou, reluisant sous la lumière du restaurant, un symbole effronté de sa trahison émotionnelle et, comme je l'ai découvert, physique. Je n'ai jamais mentionné la découverte. J'ai gardé le savoir comme un atout dans ma manche, attendant le moment où elle se révélerait pleinement. 2 mois avant le dîner, une erreur d'elle a tout livré. Un virement bancaire envoyé par erreur à un certain Pierre, avec le message « La nuit dernière était en feu », accompagné de 3 émoticônes de piment et un clin d'œil. C'était un matin ordinaire, nous prenions le petit déjeuner dans la cuisine, le soleil entrant par les grandes fenêtres que j'avais conçues pour capturer la lumière matinale. J'ai demandé, avec une feinte naïveté, en remuant le sucre dans ma tasse, « C'est pour moi ?» Elle rougit, bégaya et répondit, « Oups, c'était pour Janine. » Janine, qui vit dans le fin fond de la Provence et pense que les SMS sont l'œuvre du diable, n'aurait jamais reçu un virement avec des émoticônes de piment. J'ai faim de la croire, mais le même jour, j'ai contacté un ami qui avait traversé l'enfer d'un divorce contentieux. Il m'a recommandé une entreprise d'investigation numérique, spécialisée dans les cas d'infidélité. Ils m'ont guidé pour miroiter son téléphone de manière légale, en utilisant un appareil secondaire enregistré sur le même identifiant Apple. Tout ce qu'elle faisait, un message, photos, notes, sauvegarde d'applications comme WhatsApp et Instagram étaient synchronisés dans un dossier sécurisé dans le cloud, protégé par un mot de passe qu'elle n'aurait jamais imaginé. Je n'ai pas regardé immédiatement. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe, la remplir de champagne et d'illusions de contrôle. Je savais qu'elle voulait être vue, mais pas comme coupable. Elle voulait la scène, le public, le récit de victimes triomphantes. La nuit du dîner, après l'humiliation publique, nous sommes sortis du restaurant en silence. Sur le parking, sous la lumière faible des lampadaires qui clignotaient dans la nuit humide, elle s'arrêta, bras croisés, avec ce sourire de celle qui pense avoir gagné. « Tu ne vas rien dire ?» demanda-t-elle, le ton chargé de provocation, presque implorant une réaction qu'elle pourrait utiliser contre moi. J'ouvris la porte de la voiture, entrée et refermée sans un mot. Je conduisis jusqu'à la maison, le bruit du moteur étouffant les pensées qui tournaient dans ma tête comme les engrenages d'un projet architectural. Je la laissais parler, se vanter, envoyer des messages à qui c'est qui, convaincu de m'avoir réduit à néant. Tandis que je conduisais, j'imaginais déjà les prochaines étapes. Je savais qu'elle continuerait à s'exhiber, à se moquer, à penser que j'étais un spectateur passif de sa performance. Mais je n'étais pas spectateur. J'étais l'architecte de quelque chose de plus grand, un plan qui se formait depuis des mois, chaque pièce soigneusement emboîtée pour protéger ce que j'avais construit et démonter l'illusion qu'elle nourrissait. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle alla dans la chambre, encore riant, encore tapotant sur son portable, la lumière de l'appareil illuminant son visage d'une satisfaction qui me coupait, mais pas par jalousie ou par clarté. Chaque rire d'elle était une confirmation de sa trahison, chaque message une corde qu'elle nouait elle-même autour de son cou. Tandis qu'elle dormait, ivre du vin rouge et de sa propre arrogance, j'ouvris mon ordinateur portable et tapai un seul mot pour l'avocat, procédé. J'annexai un fichier nommé « Révision pré-anniversaire », un déguisement banal pour un paquet de preuves dévastatrices, organisé avec la précision d'un projet qui prend des années à se conclure. Moins de 20 minutes plus tard, le groupe de discussion de ses amis s'alluma de notifications. « Il est resté assis là comme un loser », écrivit-elle, annexant le selfie pris au restaurant, où j'apparaissais flou, avec la cuillère de crème caramel à la bouche, un homme supposément vaincu. La légende, cet homme pense qu'on est encore amoureux. Caroline répondit avec un emoji riant, les joues rouges à l'écran. Laura envoya un GIF d'un chat ennuyé, tombant d'une chaise. Même Martine, la cousine qui avait un jour pleuré sur notre canapé à cause d'une trahison, entra dans la blague avec un « Oh là là, quelle pathétique !» Je la croisai dans le couloir, encore riant à son portable, le son du clavier résonnant comme des ongles grattant ma patience. « Tu as été un excellent public, Alexandre, dit-elle, sans me regarder, la voix chargée de sarcasme. Je m'arrêtai au thermostat, qu'elle augmentait toujours après avoir bu, le vin bon marché la faisant suer, rendant la chambre étouffante comme une serre. Je le remis à 22 degrés, lentement,
sans rien dire. Dans mon bureau, je verrouillai la porte et ouvris le second ordinateur portable, celui dont elle ne connaissait pas le mot de passe, rangé dans un tiroir fermé à clé que je portais dans ma poche. Le dossier, paquet de sortie, était prêt, organisé avec la même précision que j'appliquais à mes projets architecturaux, copie PDF de notre accord de fiducie, signé au début du mariage, quand nous étions encore assez naïfs pour croire que nous n'en aurions jamais besoin. Une feuille de calcul détaillant chaque transaction suspecte des 18 derniers mois, incluant des retraits en espèces qu'elle justifiait comme dons pour l'association, et des achats dans des villes où je savais qu'elle n'avait pas d'événement, capture d'écran de messages échangés avec Pierre, plein de promesses et de provocations, une copie scannée du contrat prénuptial qu'elle croyait expiré, mais que j'avais maintenu valide avec des mises à jour légales annuelles, un détail qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier. Chaque document était une pièce d'un puzzle qu'elle n'avait jamais vu se former. Je tapais un message court pour l'avocat, Marc, initier la procédure sous la clause de diffamation publique. Référez-vous à l'addendum 3, pages 4 et 7, avec emphase sur la violation par adultère continu. J'annexais le fichier et envoyé. Ma connexion internet, comme toujours, ne faillit pas. Je sentis le poids du moment, non comme de la colère, mais comme une quiétude froide, la certitude que l'échiquier était dressé et que je déplaçais les pièces avec précision, tandis qu'elle dormait, inconsciente de ce qui se formait autour d'elle. À 1h17 du matin, je l'entendis murmurer dans la chambre, parlant bas au téléphone, les jambes emmêlées dans les draps en soie chère que j'avais achetés l'automne dernier, le tissu luisant sous la lumière faible de la lampe de chevet. Par le mirroring iCloud, je vis le message, devine qui j'ai humilié ce soir ? Annexé, la photo du restaurant, moi avec le crème caramel, flou, vulnérable, un homme qu'elle pensait pouvoir ridiculiser impunément. Suivi, tu as toujours été meilleur au lit. J'aurais dû ne pas me contenter de lui. Chaque mot était une preuve, chaque phrase une brique dans le mur que je construisais. Je téléchargeais tout, étiqueté, organisé en dossiers nommés comme « Preuve 1 ». 3. Et « Conversation compromettante ». Des photos du supposé « week-end entre filles » arrivèrent ensuite, Pierre torse nu, tenant une bouteille de champagne, un tatouage de « guerrier » visible sur la hanche, la main calleuse de quelqu'un qui travaille au jardinage, non au football. Une série d'images les montrait tous deux dans un hôtel-boutique, riant dans un lobby, s'étreignant sur un balcon, sa chemise déboutonnée, ses cheveux lâchés, le collier en or brillant comme un trophée de trahison. Je forwardai à l'avocat avec le sujet « Matériaux supplémentaires ». Diffamation publique, adultère continu. Sans émotion, juste des faits. À 3h12, elle ronflait, le verre de vin vide sur la table de chevet, le portable encore dans la main, l'écran éteint. À 3h13, j'entrai dans le panneau financier de la famille, une interface qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre, disant toujours que c'était « l'affaire d'Alexandre ». Je transférai un demi-million de la compte de courtage vers le fiducie irrévocable Calabria, nom de jeune fille de ma mère, sans mention de Julie. La maison, qu'elle considérait comme « nôtre », avait été transférée 4 ans plus tôt à la holding Pinot Capital, créée avec ma nièce, Claire, fraîchement diplômée en droit, comme façade pour protéger le patrimoine. J'avais dit à Julie que c'était une manœuvre fiscale pour aider Claire avec un stage, une histoire qu'elle avait gobée sans questionner, distraite par sa propre vanité. Nous étions, techniquement, locataires de notre propre maison, payant les impôts et entretenant le jardin, mais sans droit légal. Je transférais 87 492,14 € du compte joint vers un compte secondaire, préparé pour des jours comme celui-ci. Je redirigeais le courrier vers une boîte postale du fiducie. Je mis à jour mon profil en ligne, changeant la photo pour un corbeau, un oiseau qui observe, attend et n'oublie jamais. Je fermai l'ordinateur, me servis un verre d'eau et retournai au lit, où elle dormait, inconsciente de ce qui se formait autour d'elle. Je me réveillai à 9h43, un luxe que je m'accordais rarement. Le soleil entrait par les volets, découpant le parquet en bandes dorées qui dansaient avec la brise matinale. Je préparais du café dans la cafetière à piston, torréfaction noire, l'arôme emplissant la cuisine d'une promesse de normalité qui n'existait plus. Le portable clignotait comme un sapin de Noël en panique, 255 appels manqués. Julie hurlait dans un message vocal, « Pourquoi ma carte a été refusée ? Je suis à la station-service, et le pompiste tient mon portefeuille. » Sa voix était pur désespoir, comme si le monde avait trahi ses règles. Un autre, de sa sœur, Cécile, Alexandre, ça doit être un malentendu. Julie est hystérique. Tu vas bien ? Et puis, Pierre, avec un message court, et, mec, je ne sais pas ce qui se passe,
Mais Julie est bouleversée. Peut-être qu'on parle. Je supprimais sans écouter le reste. Les textos continuaient d'arriver, chacun plus frénétique. Où est notre argent? Que as-tu fait? Ce n'est pas drôle. Tandis que je servais la seconde tasse, je confirmais les mouvements avec la banque. Tout était en ordre, chaque transaction exécutée avec la précision d'un projet architectural. À 10h06, elle envoya « Si tu ne m'appelles pas, je jure que je te détruis, Alexandre ». Je rejetai l'appel au milieu de la sonnerie, sentant le poids de sa rage impuissante. Je la laissai mijoter dans sa propre fureur, dans la chambre d'écho qu'elle avait créée elle-même, où j'étais l'homme inférieur, le loser qu'elle ridiculisait. Mais son pouvoir était loué, financé par ma patience, et je reprenais tout avec une efficacité qu'elle n'aurait jamais imaginée. À 11h02, Julie conduisait comme une possédée, le portable en main libre, appelant toutes les 5 minutes, comme si la répétition pouvait forcer une réponse. À 11h49, elle se gara devant la maison, le moteur encore chaud quand elle descendit. Le clavier de la porte clignota en rouge, la clé n'entra pas. Elle frappa à la porte avec les paumes, puis les poings, criant « Alexandre, ouvre cette maudite porte !» Par la fenêtre de la salle à manger, elle vit ce qu'elle n'attendait pas, le lustre qu'elle avait insisté pour acheter était absent, remplacé par une pièce moderne en chrome. La table en bois recyclé avait cédé la place à une en verre et chrome. Le tapis beige, acheté dans une boutique chic, avait disparu. La photo de notre mariage, qui trônait sur l'étagère, n'était plus là. Pire, une paire de chaussures féminines, pointure 37, alignée à l'entrée, sur un tapis qu'elle ne reconnaissait pas. Son visage perdit toute couleur, comme si le sang avait déserté son corps. Elle courut vers le patio arrière, essaya d'ouvrir la porte coulissante qu'elle laissait toujours entrebâillée pour l'air frais. Verrouillée. Elle secoua, piétina, cria. Une voix vint de la rue. « Julie ?» C'était Henri, le voisin retraité, toujours en train de tailler la haie comme une mission militaire. « Je pensais que tu avais déménagé la semaine dernière, » dit-il, se grattant le menton avec une expression confuse. « Je ne savais pas que tu revenais. » Elle se tourna, stupéfaite, le visage pâle comme de la cire. « De quoi parles-tu » Il cligna des yeux, déconcerté. Cette jeune femme aux cheveux bouclés, elle a emménagé jeudi, non? Je pensais que c'était ta nièce. Elle a dit qu'elle était la nouvelle locataire. Julie resta figée, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle prit son portable, les pouces tremblants, et tapa « Alexandre, tu as loué la maison. » Vendu? J'ai des droits. Le message se synchronisa dans mon dossier en temps réel. Ma nièce, Claire, avocate fraîchement diplômée avec un crédit impeccable, était là, locataire. Contrat de 12 mois, payé intégralement, tout enregistré. À 15h06, chez Cécile, un livreur apporta une enveloppe. Julie signa, pieds nus, l'eyeliner barbouillé comme une peinture de guerre, les cheveux en désordre comme si elle avait couru un marathon. À l'intérieur, l'annulation du mariage via dissolution du fiducie, une notification judiciaire confirmant le transfert de propriété, une image statique du message, devine qui j'ai humilié ce soir, avec mon visage flou en arrière-plan, et une note manuscrite, une seule phrase centrée. Ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos de toi qui ne me voyais pas. Elle fixa le papier, la couleur s'évanouissant de son visage, comme si le monde avait tourné une page qu'elle n'avait pas écrite. Elle s'assit sur le canapé de Cécile, sans mots, tandis que sa sœur demandait, inquiète, « Qu'est-ce que c'est ?» Julie ne répondit pas, se contentant de serrer l'enveloppe comme si c'était une grenade. Au café, un lieu neutre au centre de la ville, avec des murs beiges, du jazz doux en fond et le bruit constant de la machine à espresso, elle arriva en retard, la blouse froissée, de grandes lunettes couvrant son visage fatigué, les cheveux pendant mollement. « Ça te rend mesquin, » dit-elle, tentant de reprendre le contrôle avec un ton de mépris. Je fis glisser un dossier sur la table, le cuir synthétique rayé réfléchissant la lumière faible de l'endroit. À l'intérieur, extrait bancaire détaillant des achats dans des villes étranges, ping GPS du téléphone et de la voiture, photo d'un détective privé la montrant embrasser Pierre sur un parking d'hôtel, check-ins dans un Airbnb au bord d'un lac avec un seul lit, message surligné en jaune, « Tu as toujours été meilleur au lit. J'aurais dû revenir vers toi. » Elle feuilleta, les mains tremblantes, cherchant une page qui pourrait réécrire le récit, lui rendre les projecteurs. Mais chaque document était une enclume. « Tu as été basse, dis-je, la voix calme, tranchante. J'ai gardé les reçus. Tu aurais pu parler comme un adulte, rétorqua-t-elle,
la voix défaillante, les yeux brillants de larmes qu'elle tentait de retenir. Tu as choisi la scène, Julie. C'est l'acte final. Je me levai, le café encore chaud dans la tasse. Maintenant, je règle les comptes. Un email de médiation arriva des jours plus tard, avec un sujet froid, présence obligatoire, révision confidentielle. Elle apparut au cabinet d'avocat avec des talons trop hauts pour le matin, un maquillage lourd qui ne cachait pas la fatigue, les cheveux peignés avec effort pour maintenir la pose de protagoniste. Dans la salle froide, avec une longue table et un écran au mur, la vidéo commença. D'abord, le restaurant, tu ne seras jamais la moitié. Sa voix résonnait, le rire tranchant. Puis, image d'un lobby d'hôtel, elle et Pierre riant, sa main sur sa cuisse, un balcon où elle se levait sur ses genoux, sa chemise à moitié déboutonnée. L'avocat posa la vidéo, la télécommande cliquant avec précision. Vous avez diffamé publiquement votre mari devant témoin. Commis adultère continu. Utilisé des actifs communs pour financer. Il présenta les termes, renonciation à la maison, sans pension, un paiement modeste de séparation. Elle tenta d'argumenter, la voix tremblante, c'est une violation. L'avocat soutint son regard. Nous avons extrait, log, réservation, tout admissible. Elle signa, le mascara coulant comme de l'encre, trahissant le choc qu'elle tentait de réprimer. Dans le hall du tribunal, l'air sentait le cirage à meubles et l'air conditionné glacial, un environnement stérile qui n'offrait aucun confort. J'étais près d'une colonne de marbre, vêtue d'une veste grise sur mesure, les mains lâches devant moi, tenant une enveloppe crème en papier épais. Julie courut vers moi, les talons résonnant sur le sol de pierre, la robe noire comme si elle était en deuil pour le mariage ou pour son image, personne ne savait. Alexandre, attends, dit-elle, essoufflée, le mascara barbouillé sur les joues. Je ne voulais pas dire ça comme ça. On a traversé pire, non? Sa voix se brisa, un mélange de désespoir et de supplication. Je tendis l'enveloppe, sans cligner, sans bouger. Tu as dit que je ne suis pas la moitié de l'homme de ton ex. Je me penchai, le ton froid, tranchant, il se trouve que tu n'es même pas la moitié de la femme que je pensais que tu étais. Je me tournai et sortis, le son de mes chaussures résonnant une, deux fois, jusqu'à ce que les lourdes portes du tribunal s'ouvrent. Je la laissai au centre du hall, serrant l'enveloppe, tremblante tandis que famille, avocats et étrangers passaient sans s'arrêter. À l'intérieur, une seule page, l'accord finalisé, signé, enregistré, exécuté, et une citation en gris clair, certains fins ne sont pas bruyants, ils sont nets.